Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette table ronde qui vous est proposée par Bretagne Pôle Naval et dédiée à la propulsion navale passé, présent, à venir. Alors, comme après, on va tous partir très vite, je vous propose déjà d'applaudir et de remercier l'équipe de Bretagne Pôle Naval qui a monté cette table ronde, qui va permettre, au-delà d'écouter des gens, de susciter certainement des relations entre vos entreprises et entre vos projets pour la pêche, pour des navires à passagers, pour beaucoup de navires de travail et d'autres solutions. Donc, je vous propose déjà de remercier l'équipe de Bretagne Pôle Naval. Oui, et on applaudira les intervenants après, selon. Voilà, donc Bretagne Pôle Naval vous a préparé un panel de choix pour pouvoir parler de ces enjeux de propulsion. Propulsion à l'heure où dans les médias nous parlons d'une taxe carbone. Ça y est, elle arrive. Alors qu'elle arrive dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 ans pour le maritime ou l'aérien, de toute façon, il y a une taxe carbone qui s'appelle Twitter, qui tous les jours met la pression, notamment sur le milieu maritime, que ce soit pour les paquebots de croisière, pour des porte-conteneurs et de plus en plus aussi pour la pêche et l'ensemble des activités en mer. L'accord de Paris, réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre pour 2040. Stratégie nationale bas carbone pour la France en 2050. Stratégie de l'Organisation maritime internationale d'avril 2018 pour diminuer de 50% les gaz à effet de serre en 2050 par rapport aux émissions de 2008, ce qui fait que comme depuis 2008 le transport maritime a augmenté, eh bien, il faut réduire plus que de 50%. Donc en valeur relative, c'est un gros travail encore à mener. Et donc que ce soit pour ces navires de commerce qui sont concernés et pour la pêche qui va de toute façon être de plus en plus concernée par ces mesures-là, eh bien il faut anticiper, il faut essayer de comprendre dans les prochaines années et face à la multiplication de ces réglementations, de ces objectifs politiques et aussi de la pression sociétale, savoir comment on peut, à travers d'une propulsion propre, optimisée, comment nous pouvons répondre à un double enjeu qui est quand même économique, moins consommer, mieux consommer pour la facture, c'est quand même toujours bien à la fin du mois, même si c'est un travail à faire. Et là, les intervenants pourront partager leur expérience avec les professionnels. Et forcément, moins on consomme, mieux on consomme, moins on émet. Et donc, c'est bon également pour la planète. Ce qui fait que c'est un double défi pour le secteur maritime, vraiment, à la fois pour les entreprises en elles-mêmes et puis pour tout le secteur, pour tout l'avenir du maritime. Donc nous avons la chance d'avoir tout un panel à qui je vais céder la parole au fur et à mesure pour avoir vraiment de l'énergéticien qui a une vision globale. La propulsion, elle vient d'abord de l'énergie. Ensuite, savoir comment, à différents niveaux de la chaîne de valeur représentée sur la table ronde, nous avons la vision de ces carburants, la vision de l'optimisation de la propulsion et de l'ensemble des systèmes énergétiques à bord, dans l'idée de dresser un petit peu ce qui se fait aujourd'hui et ce que l'on prend du passé, ce que l'on capitalise sur aujourd'hui pour définitivement mettre la propulsion dans le futur et un futur dans lequel les entreprises également sont gagnantes pour se positionner vraiment sur les marchés internationaux. Donc, je vous propose, sans plus attendre, vous avez donc les différents intervenants à vous de recoller en fonction de qui et où sur la table ronde. Et de commencer par Alain Giacosa, directeur de la plateforme gaz naturel liquéfié comme carburant marin et fluvial. Voilà. Petit passé chez Total, donc qui permet d'avoir une expérience très concrète, très précise sur les carburants marins, le GNL. Et donc, dans ce contexte-là, le gaz naturel liquéfié n'est pas une nouveauté, on en parle beaucoup. Ça a été évoqué, ça a été abordé dans des projets à la pêche, mais au-delà de ça, vraiment, depuis 15 ans qu'on en parle en France, qu'il y a une plateforme, donc une démarche collective d'entreprises, d'énergéticiens, de territoires. Est-ce que le GNL et le mix énergétique que vous proposez, votre vision dans la plateforme, peut répondre à ces objectifs d'une propulsion d'avenir? Merci Emmanuel Marie. Donc effectivement, je suis le gazier de service, si j'ose dire, puisque j'ai travaillé une dizaine d'années chez Total, mais une vingtaine d'années avant chez Gaz de France. Effectivement, ma carrière, c'est le gaz. Les réglementations aujourd'hui, Twitter ne les connaît pas. Aujourd'hui, Twitter, il parle des fumées noires, etc. Les particules ne sont pas réglementées, mais il faut quand même y répondre. Donc, les professionnels en sont tous conscients. Et aujourd'hui, on a des objectifs qui se dessinent, nationaux et mondiaux,
qui fixe des perspectives à 2050. 2050, c'est à la fois pas très très loin quand on voit le renouvellement de la flotte, mais c'est aussi dans 30 ans, et malgré tout, 30 ans, c'est quand même encore déjà bien loin. Et assez souvent, il y a des confusions entre ces objectifs de long terme, où on rêve d'un monde décarboné, où on rêve pour le parti maritime de réduire de 50%, en tout cas on rêve, on fixe des objectifs de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre du shipping. Il reste aujourd'hui à tracer la route qui permet d'aller vers cet objectif lointain en commençant tout de suite. Parce que la problématique, c'est que si on ne fait pas le premier pas maintenant, avec le taux de renouvellement des navires, on n'arrivera pas à l'objectif en 2050 si on démarre dans 10 ans. Donc il faut démarrer tout de suite. Et là, il faut avoir en tête les grandes étapes. Donc je parle du maritime, 50% de réduction de gaz à effet de serre en 2050. L'OMI a fixé des objectifs intermédiaires de moins 40% en 2030 et un autre objectif intermédiaire d'inversion de la courbe, c'est-à-dire d'inverser la tendance et de commencer à baisser les émissions le plus tôt possible. Ce n'est pas en attendant qu'on arrivera à faire ce premier objectif. Et quand on regarde la panoplie des solutions disponibles, aujourd'hui, il y en a très peu qui permettent d'aller dans ce sens-là. Alors, je vais évacuer un peu rapidement l'électricité et l'hydrogène, qui sont des bonnes solutions pour la navigation de très courte distance. Donc la traversée d'un fjord, la traversée d'un port. Aujourd'hui, on a déjà des expérimentations qui vont dans ce sens-là. Mais on arrive très vite à des limitations de prix, de taille et d'autonomie avec ces carburants-là. Dès l'instant où on sort des ports, où on va sur des distances un peu plus longues, la seule solution qui est disponible aujourd'hui, c'est le gaz naturel. Cette solution elle est disponible parce qu'on a le produit, le gaz est abondant et disponible. On a les moteurs sur la plupart des gammes de puissance. Alors on en parlera tout à l'heure des moteurs. Il y a des trous, il y a quelques trous dans la raquette, il y a quelques gammes de puissance ou types de moteurs qui ne sont pas encore passés au gaz dans le secteur maritime. Mais on a l'essentiel des technologies et des moteurs qui sont disponibles. Et pour preuve, on a à peu près 400 navires aujourd'hui qui sont déjà en service ou en construction, fonctionnant au gaz naturel, de tout type, de toute taille, puisque vous avez dû voir l'actualité. On a les ferries en Norvège qui avaient démarré dans les années 2000. Et là, le Jacques Saadé qui a été mis à l'eau la semaine dernière, qui fait 400 mètres de long et qui aura 23 000 EVP. Donc pour commencer à inverser la tendance, le gaz est la solution disponible aujourd'hui. Le gaz permet déjà aussi d'atteindre dès aujourd'hui l'objectif de moins 40% en 2030, pas tout seul. Tout seul, il n'y arrive pas. Les réductions de gaz à effet de serre liées au passage au gaz sont de l'ordre de 20%, 15-20%. Mais ce qu'on voit, c'est que sur les navires modernes, on a de l'hybridation électrique, on a l'actualité récente de l'assistance vélique, on a différentes technologies là aussi disponibles qui permettent d'atteindre beaucoup plus vite qu'avec les autres carburants l'objectif de 40% de réduction de gaz à effet de serre. Et ces navires qu'on va construire, qu'on va commander aujourd'hui, qu'on va construire, etc. aujourd'hui, ils seront toujours là en 2050. Et ils participeront au mix énergétique avec d'autres énergies qui viendront plus tard. Si vous regardez les diaporamas de l'AFIPAC, donc l'association sur l'hydrogène, ils commencent à positionner l'arrivée de l'hydrogène sur la navigation hauturière dans au moins 10 ans. Donc on ne peut pas attendre 10 ans. Attendre 10 ans, ça veut dire aujourd'hui qu'on renonce à l'objectif de 2050. C'est quelque chose que je crois la profession ne peut pas supporter et que le public ne pourra pas entendre. Donc traçons cette route. Le gaz permet de faire le premier pas. Il sera là en 2030 et on aura l'objectif de moins 40%. Et il sera là aussi en 2050 parce que les navires d'aujourd'hui ils seront toujours en service, certains d'entre eux en tout cas en 2050, aux côtés des autres énergies. Là je parle de gaz à effet de serre, un mot quand même sur d'autres polluants, parce que le gaz à effet de serre c'est une chose, on a aussi des particules,
du soufre et des NOx. Et on supprime, le gaz supprime aujourd'hui les particules et le soufre, ce qui répond à une préoccupation forte du public, et réduit les NOx dans des proportions qui vont au-delà de la réglementation. Sur la pêche, GNL, le point de vue, est-ce qu'il y a des projets dans le monde? Est-ce qu'il y a des... Sur les 400 navires dont vous parliez? Sur les 400 navires en commande, il y en a à peu près une demi-douzaine dédiés à la pêche, en particulier pêche et aquaculture. En France, alors, un petit détail aussi, on parle de GNL, en fait il faut parler de gaz. Parce que le GNL, c'est l'autonomie, c'est les grandes distances. On peut aussi avoir des moteurs à gaz et toutes les qualités du gaz, avec des solutions de gaz comprimé qui sont plus légères à installer sur des navires de pêche. Et à cet égard, en France, on avait un projet il y a quelques années, de mémoire, c'était la frégate à Boulogne, qui a été convertie avec des moteurs dual fuel, et qui malheureusement, la variation de prix du pétrole a fait que le projet n'a pas été mené à son terme, parce que le prix du pétrole, au moment où il devait se faire, ne le justifiait pas. Merci Alain pour ce premier panorama. Je reviens sur ce que vous disiez. Vous parliez de l'enjeu en fait, de transformer aussi une flotte. Et ça, je crois que Pascal Gaillard de Sofrecide, vous, c'est un de vos postulats à dire, alors il y a la construction neuve, mais aussi tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui existe et qu'il va falloir transformer, qu'il va falloir accompagner. Et avec la vision de l'ingénierie, outre le navire aussi, l'ensemble des infrastructures et toute la supply chain, vous avez une vision non seulement pour le GNL, mais aussi pour d'autres types d'énergie. Pour introduire Sofrecide rapidement, Sofrecide, c'est plus de 60 ans d'études dans le naval et l'oil and gas, et donc une grande connaissance de l'utilisation ou de l'exploitation gaz. Aujourd'hui, pour accompagner la transition énergétique, ce sur quoi on travaille dans tous les domaines, c'est pas de regarder à 50 ans, mais qu'est-ce qu'on fait demain, après-demain et pour les 20 prochaines années, et non pas sur les navires qui seront conçus demain, mais les navires qui ont été conçus hier, par exemple. Et comment on passe ces navires-là dans les objectifs à court terme? C'est certainement d'essayer de les convertir au gaz ou de les passer en électrique et de faire le bon choix énergétique en fonction de l'utilisation du navire, de ses cycles de marche et puis de l'économie. Et on parlera d'économie, vous avez parlé de taxe carbone, c'est l'emploi de la taxe carbone pour que à la fois l'utilisateur du gaz, mais le port qui doit lui apporter du gaz ou de l'électricité ou de l'hydrogène demain, soit prêt aussi, soit au rendez-vous. Si on a des bateaux gaz qui ne peuvent pas refueler en France, ça ne sert à rien. C'est l'enjeu parallèle de la propulsion aujourd'hui. Alors, si on rentre dans le détail des navires, il y a les petits navires à service local, donc les petits ferries, les petits péchous, c'est pas péjoratif, les petits péchous, c'est notre monde. Et puis il y a les navires au long cours qui emportent des quantités de carburant énormes et des moteurs de taille énorme. Les navires qui existent aujourd'hui sont pour certains convertibles, d'autres la technologie des moteurs ne le permet pas, donc ces bateaux-là ne pourront pas à terme tenir des objectifs de réduction de CO2. Pour les autres navires, il y a des voies, des façons de travailler, et c'est un des axes de travail de Sofrecide, et préparer. Après, le JAXA-AD est un très bel exemple. Il y a plusieurs technologies à mettre en comparaison, plusieurs systèmes de containment à comparer en fonction des capacités d'emport et de l'économie d'opération du bateau. D'accord. À partir de vos expériences dans l'oil and gas dont vous parliez, est-ce qu'il y a des transpositions que vous souhaiteriez tester, que vous souhaiteriez faire dans la pêche? Est-ce qu'il y a des solutions que vous souhaitez proposer? Vous avez travaillé aussi à quelques barges qui ont été remarquées dernièrement. Alors, donc il y a un ensemble de technologies aussi qui sont disponibles pour plusieurs marchés. Nous, on va faire converger les technologies des marchés de pose offshore, notre passé de positionnement dynamique, et c'est complètement différent du marché du transport. D'un côté, vous avez besoin d'à-coups de puissance et de réactivité des moteurs, que ce soit un remorqueur ou un bateau de pose en positionnement dynamique
qui prend une rafale de vent, ou un bateau au long cours qui cale sa vitesse et qui ne change plus le régime moteur pendant 15 jours. C'est deux utilisations différentes pour lesquelles le gaz peut répondre à l'une, mais ne peut pas répondre à l'autre tout seul. En tant que gens venant du monde de l'oil and gas, on sait le raffiner, on sait l'amener sous forme de gaz vendable, on sait le liquéfier pour le transporter, et après on sait le revaporiser ou le transborder liquide auprès des bateaux. Et on sait accompagner les ports dans le meilleur choix, que ce soit du gaz comprimé, du gaz liquide, du gaz comprimé que l'on reliquéfie parce que localement on n'a pas de gaz liquide, et on sait apporter le gaz liquide pour servir un petit port de pêche. Demain, Concarneau veut passer une flotte au gaz. Comment fait-on? On va avoir des navires gaz. D'où viendra le gaz? Comment on négociera les prix de ce gaz et comment on le stockera et quel sera l'impact sécurité environnementale d'une installation gaz dans un port? C'est tous ces sujets-là qui doivent être abordés quand on veut faire évoluer la filière. D'accord, donc vous partagez un peu la vision d'Alain qui parle de mix énergétique adapté à chaque usage. Donc vous avez déjà des retours d'expérience sur certains carburants alternatifs qui ne permettent pas de répondre aux besoins des professionnels, notamment face aux pics de charge. Ils sont venus. Donc au-delà du GNL, l'hydrogène, les batteries, ce sont des choses donc, que vous regardez. Il y aura un mix énergétique avec un apport électrique d'appoint, pourquoi pas. Donc la réponse instantanée se fera à l'électrique, le fonctionnement mode commun se fera au gaz. Et tout ça se regarde en fonction de l'opérabilité du navire, bien sûr. Très bien, donc dual fuel GNL. Et alors de l'ingénierie au bureau d'études, il n'y a qu'un fauteuil d'écart. Laurent Mermier, bureau d'études, donc vous avez quelques expériences dans tout un tas de marchés dont la pêche, avec donc des propositions très concrètes là sur l'évolution des systèmes de propulsion et aussi une vision de la façon dont vous intégrez aussi ces carburants alternatifs dont vous devez les intégrer pour les futurs navires qui vous sont commandés. Oui, alors effectivement, donc nous, chez PST, on fait de l'architecture navale, pas seulement dans le domaine de la pêche, on n'est même pas forcément très spécialisé là-dedans, mais on a travaillé dans le domaine de la pêche, non pas sur le moteur de propulsion, mais sur le propulseur lui-même, puisqu'il y a aussi des choses à faire là-dessus. Donc sur un chalutier, aujourd'hui, les chalutiers récents, neufs, consomment quand même significativement moins que ceux qui remplacent, grâce à deux facteurs prépondérants qui sont le moteur, puisque les moteurs récents consomment moins que les moteurs anciens, uniquement par la technologie qui a évolué, et l'architecture générale du bateau et surtout son propulseur, son hélice. Aujourd'hui, on fait des hélices beaucoup plus grandes qu'avant, surtout pour les chalutiers, et ça permet d'améliorer le rendement avec des rapports de réduction beaucoup plus grands. Et il se trouve que plus votre hélice tourne lentement, effectivement, meilleur est le rapport de réduction, mais ça fait aussi tourner l'eau autant que ça pousse. Et donc là, le système qu'on a testé, c'est une pompe hélice qui permet de récupérer l'énergie qu'on perd dans la rotation de l'eau. Donc on l'a testé sur 3 chalutiers, dont un vraiment de façon très poussée, avec des mesures en mer, des essais au bassin d'abord, etc. Et on arrive à gagner 10% de consommation. Donc la propulsion, c'est aussi l'énergie. Il faut réfléchir à demain, effectivement, au gaz. On peut aussi réfléchir au propulseur et améliorer le propulseur. Juste nous, en tant qu'architecte naval, les retours qu'on a aujourd'hui de la profession, en général, de tous les gens qui ont des projets, soit de modification, soit de construction neuve, les armateurs publics nous parlent que d'hydrogène. Ça fait rêver tout le monde, ils veulent tous de l'hydrogène, hydrogène. Les armateurs privés nous parlent aussi d'hydrogène, nous parlent d'électrique, nous parlent de diesel électrique, nous parlent de gaz. Donc il y a énormément de technologies, il y a plein de choses. Pourquoi l'hydrogène? Parce que l'hydrogène, c'est un peu le Graal que les publics espèrent, c'est-à-dire zéro rejet atmosphérique.
Bon, là, nous, on a testé l'hydrogène puisqu'on était architecte naval du Navibus H2 qui est sur l'Erdre. On a mis 4 ans à le mettre au point, on a mis 2 ans à obtenir les agréments administratifs. Voilà, enfin, la maturité technologique, administrative, sécurité, coût, et ça coûte à peu près 5 fois plus cher qu'un bateau au gasoil, n'est pas encore là. Le gaz, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en France, bizarrement, peut-être pour des questions d'approvisionnement. Britanniferricimé, etc. Effectivement, c'est à mon sens la techno qui est la plus mature, qui est assez simple. Il y a des petits problèmes de puissance et sur les moteurs qu'on met habituellement sur les navires de pêche, bah souvent on ne trouve pas forcément le moteur qui va bien. Il y a des problèmes aussi d'encombrement, il y a des problèmes de coût, et puis, mais la clé c'est l'approvisionnement. Et puis après, les autres, l'électrique, je trouve que sur la pêche, à partir du moment où vous êtes sur une activité où on rentre, c'est-à-dire une activité uniquement journalière, et on ne va pas trop vite et trop loin, en gros on fait à peu près 30 000, mais pas plus, l'électrique, à mon avis, le pur électrique sur batterie est à regarder. Voilà. Et enfin, puisqu'effectivement on part sur des bateaux qui vont durer 30 ans, c'est pas facile de se projeter, c'est-à-dire qu'est-ce qui va sortir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, parce que voilà, on souhaite que le bateau soit toujours pertinent. Ce qu'on sait, c'est que toutes ces technos-là prennent de la place. Donc ça, c'est la grosse difficulté, c'est-à-dire si on veut construire un bateau qui peut être transformé demain, soit au gaz parce qu'on n'a pas démarré par le gaz, soit pourquoi pas à l'hydrogène, diesel électrique, etc., tout ça, ça prend de la place, ça prend du volume. De l'hydrogène, aujourd'hui, c'est 15 à 17 fois plus volumineux que du gasoil hein, pour la même quantité d'énergie. Donc, c'est des choses... Il y a des ordres de grandeur énormes qui font que, bon, pour l'instant, on ne peut pas trop... Et là, ben, ces technos nouvelles orientent aussi, pourquoi pas, vers le diesel électrique, puisque aujourd'hui, aujourd'hui, on passe quand même assez souvent sur un navire de pêche directement du combustible à l'hélice, c'est-à-dire par un moteur thermique. Il y a des bateaux qui réfléchissent à passer en diesel électrique. Pourquoi ? Parce que le diesel électrique permettrait de basculer sur des solutions, pourquoi pas électriques ou hydrogène, puisque derrière tout ça, il y a de l'électricité. Mais attention, sur des bateaux qui ont une activité comme un chalutier où on consomme avec des taux de charge assez réguliers, le diesel électrique n'est pas forcément non plus pertinent. Donc la grosse difficulté de tout ça, c'est que je pense que les professionnels entendent plein d'informations dans tous les sens. Il y a beaucoup d'informations technologiques. Prenez le temps de bien discuter avec tout le monde, faites travailler des architectes navals comme moi. Et réfléchissez aussi à comment vous fonctionnez, parce qu'il n'y a pas que la techno qui permet de diminuer les consos, il y a aussi la façon d'utiliser son bateau. Moi, j'ai un gros armateur là, qui veut renouveler ses propulsions, ses groupes électrogènes pour être plus vertueux. Et il me dit, bon, mon groupe de mouillage, il est trop faible, j'ai un peu besoin de plus gros, donc on va mettre un plus gros, mais avec un CR et tout ça. On peut aussi raisonner, pourquoi mon groupe de mouillage, j'ai besoin qu'il soit plus gros. On peut peut-être essayer de réfléchir pour que le groupe de mouillage, on le garde comme il est, voire même qu'on descende, qu'il soit plus petit. Voilà, il y a plein de gains d'économie, à mon avis, sur la façon de travailler, sur l'isolation thermique, parce que le chauffage, la clim, c'est un gros poste sur les bateaux, et tous les bateaux sont des passoires thermiques. Donc voilà, il y a plein de choses. À mon avis, il y a une vraie remise en cause. Et enfin, si on veut accéder au gain de 40%, comme on espère là, ou 50%, je pense que ça passera aussi par une façon de travailler différente, par des réductions de vitesse. 12% de moins en vitesse, c'est à peu près 40% de moins en conso. Donc il y a des gains énormes là-dedans. Et par des façons de refueler plus souvent, si on va dans des technos plus nouvelles, on ne pourra pas s'autoriser à avoir autant d'énergie à bord, il faudra refueler plus souvent, etc. Donc voilà, c'est pas simple à s'y retrouver, il y a plein de choses on va découvrir quelque chose et ça va. Enfin, l'avenir arrive, mais je pense que c'est compliqué et difficile pour un armateur de se projeter à 30 ans,
Voilà, il faut juste faire un choix et l'assumer. Et après, savoir que ça peut aussi évoluer très vite sur d'autres solutions. Ouais, faire un choix, essayer d'obtenir des financements sur des solutions qui ne sont pas encore mûres et pour lesquelles on doit encore travailler. Donc votre message, c'est dans un premier temps, dans l'immédiat court terme, travaillons à la sobriété énergétique. Préparons l'avenir sur les carburants alternatifs en voyant par usage ce qui va être le plus optimal. Mais là, ça implique de faire monter à bord tout le monde. C'est-à-dire qu'à côté de l'architecte naval, dans la conception du navire, il faut avoir vraiment tous les équipementiers, l'énergéticien qui disent il faut optimiser telle partie, telle partie, telle partie. Est-ce que vous avez cette approche client? Est-ce que vous avez cette approche écosystème? Aussi, c'est quelque chose qui bouge. Alors, parce qu'au-delà de la technologie, l'innovation, c'est aussi une nouvelle façon de s'organiser, de concevoir les navires. Donc, est-ce que ça, vous sentez que c'est prêt, que ça arrive? Oui, je pense que tous les équipementiers sont prêts, ils sont à fond là-dessus. Après, je pense qu'il ne faut pas trop en demander à l'armateur. Par exemple, on parle beaucoup, on va mettre des capteurs partout, on va faire un peu comme une usine. Aujourd'hui, les usines, elles sont très optimisées, elles arrivent à des sobriétés énergétiques qu'on n'a pas sur les navires. Bon, il faut penser aussi qu'un pêcheur, il est là pour pêcher, il n'est pas là pour s'occuper d'un capteur qui ne marche pas. Et donc, voilà, il y a une réflexion aussi sur, c'est peut-être pas des capteurs qu'il faut mettre à bord, mais c'est un service complet avec le fait que je m'engage sur une sobriété, vous en occupez pas, c'est moi qui m'en occupe, les capteurs, je m'en occupe, etc. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas que de la techno, il y a aussi le marché, comment on oriente le marché et les fournisseurs de solutions réfléchissent à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on devrait s'orienter vers aussi un service pour améliorer la sobriété d'un bateau. Et enfin, sur les énergies, par exemple, le gaz est pertinent, le gaz est tout de suite disponible, mais il faut un mouvement, je pense, politique de toute la profession qui dit, bon, allez, on y va, et on arrive à mettre une prise où on peut se brancher le bateau et remplir de gaz, quoi, parce que c'est quand même ça la clé de ce type de techno. Ouais, et pour l'électricité, c'est pareil, hein, on ne va pas brancher le bateau électrique sur la prise de quai classique. Donc il y a l'infrastructure qui doit suivre derrière. Oui, tout cet enjeu de courant quai sur lequel on reviendra peut-être juste après. Voilà, on pourrait faire intervenir les 4 autres intervenants d'un coup pour réagir à ce que vous venez de dire. Bon, on va essayer de trouver le moteur d'abord. Motoriste MTU. Alors vous avez un avantage parce que vous avez très très peu d'expérience dans la pêche, mais donc beaucoup de vues sur d'autres segments de marché qui vous permet de dire voilà ce qu'on a testé par rapport aux puissances testées. Donc qu'est-ce que vous avez à proposer à la pêche, vous comme motoriste? Merci. Donc oui, effectivement, on pourrait se demander qu'est-ce que MTU vient faire là. On n'a pas beaucoup d'applications dans la pêche, en tout cas en France, malheureusement. Mais la problématique dont on parle aujourd'hui, c'est une problématique à laquelle réfléchissent tous les motoristes. Et je pense que mes collègues dans la salle vont être d'accord avec moi, puisqu'on parlait tout à l'heure de faire intervenir tout le monde ensemble autour d'une table pour avoir la solution optimale qui à la fois respecte les besoins de l'armateur, de l'opérateur, mais aussi respecte la réglementation. Et il y a, à mon sens, en tout cas c'est là-dessus qu'on travaille, il y a 2 solutions qui sont les solutions à suivre pour le moment, qui sont la première, on continue sur les moteurs diesel, mais on va chercher à les optimiser au maximum. Donc c'est des moteurs, c'est des produits qui déjà sont développés, optimisés depuis pas mal d'années, donc il y a encore des choses à faire sur la réduction de la consommation gasoil. Il y a encore des choses à faire sur peut-être continuer à travailler sur la robustesse, sur la durée de vie des équipements pour pouvoir étendre les paliers de maintenance, pour avoir des moteurs qui coûtent moins cher à l'opération. La réduction des émissions sur laquelle on peut travailler un petit peu, mais tout ça c'est des pourcentages en fait. On vient vraiment travailler sur l'optimisation à la marge pour le moment. Et on est loin de la rupture d'innovation dont on a besoin pour atteindre les réductions d'émissions qui sont à notre porte. Et c'est vrai que la deuxième direction sur laquelle je pense tous les motoristes travaillent, c'est ces fameux carburants alternatifs ou moteurs nouvelle génération qui nous permettront d'atteindre directement les objectifs qui sont fixés. Et là, je suis assez d'accord avec vous tous. Il y a un foisonnement de solutions en ce moment. Alors, il y a les moteurs au gaz qui sont quand même déjà bien réglés, disponibles. Il y a le diesel électrique. Et puis, il y a tous les carburants alternatifs. Donc, on va parler des biodiesels,
qui sont déjà disponibles aussi. On va parler de tout ce qui est diesel synthétique. Alors là, on commence à rentrer dans un autre domaine, puisqu'on arrive dans le domaine qui est lié à l'hydrogène, où l'hydrogène va pouvoir nous servir à la fois soit directement comme carburant, où on va faire des moteurs à l'hydrogène, des moteurs à combustion interne à l'hydrogène, donc type avec un allumage contrôlé. Ou alors on va utiliser l'hydrogène comme un vecteur d'énergie qui nous servira à produire et développer d'autres carburants qui seront, eux, utilisés dans la motorisation. Donc l'hydrogène va nous servir soit à produire de l'électricité au travers des piles à combustible, soit à produire des carburants plus verts ou des carburants moins carbonés. Donc ça peut produire de l'ammoniac, ça peut produire du méthanol, ça peut produire des diesels synthétiques. Donc il y a énormément de solutions. Chacune de ces solutions a des avantages et des inconvénients. Il y en a beaucoup pour lesquels il est possible d'utiliser les moteurs dans leur développement actuel avec un petit peu de modification, notamment pour accepter les diesels synthétiques ou les biodiesels. Et puis il y a des solutions sur lesquelles il faut complètement repenser le navire et pas uniquement le moteur. Et là, je parle notamment de tout ce qui est carburant qui vont avoir besoin d'un stockage spécifique. Plus gros, on parlait de l'hydrogène, on parle aussi de l'ammoniac dans ces cas-là, avec des conditions de stockage différentes, parfois la température très basse, parfois des conditions de sûreté qui sont différentes, qui sont assez compliquées à mettre en œuvre, donc un navire qui est complètement à repenser. Et donc voilà, tout l'enjeu du motoriste à l'heure actuelle et de tous les motoristes à l'heure actuelle, c'est de pouvoir à la fois mettre pas mal de fer au feu pour, si possible, avoir déjà travaillé sur là où les solutions qui sont les solutions d'avenir. Faut savoir que nous, là, chez MTU, mais chez tous les motoristes, c'est pareil. En ce moment, même si on sait qu'on va continuer à vendre du moteur diesel pendant encore beaucoup d'années, il y a entre 75 et 80% de nos coûts de R&D, c'est sur des solutions qui n'utilisent pas du diesel, ou en tout cas pas du diesel à base d'hydrocarbures. Donc c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps en ce moment, tout en sachant que c'est un parallèle que j'aime bien faire aussi. J'ai travaillé un peu dans les énergies renouvelables auparavant. C'est le parallèle qu'on peut faire avec les éoliennes terrestres qui ont commencé à apparaître dans les années 70, où au début on voyait apparaître des designs complètement différents, ça partait un peu dans tous les sens, c'était des mâts tripodes, des structures métalliques, des tours Eiffel, des mâts sections carrées, rondes, des systèmes 3, 4, 5 pales, voire plus, et au final, qu'est-ce qu'on voit 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard? On voit il y a un design qui a pris le dessus, et un peu partout dans le monde, on voit finalement toujours la même chose, c'est une grande section circulaire avec 3 pales. Voilà. Donc l'enjeu des motoristes en ce moment, c'est de pouvoir développer beaucoup de solutions un peu en parallèle pour être certain de tout couvrir et d'avoir attrapé la solution qui sera probablement la plus prometteuse. On est dans une phase de transition qui va durer probablement encore un paquet d'années, dans laquelle il y aura plusieurs solutions qui vont cohabiter ensemble. On parle de mix énergétique, ça c'est tout à fait vrai, en tout cas à court et à moyen terme, mais il n'est pas impossible non plus qu'à l'issue de cette phase de transition, on se retrouve avec une solution qui sera la solution qui se sera dégagée de toute la concurrence, et voilà, l'enjeu c'est de ne pas la louper, cette solution-là. Mais par rapport aux différents carburants alternatifs, vous citiez l'ammoniac, le méthanol, il faut repenser dans ce cas-là le moteur complètement, ou est-ce que ce seront des petites adaptations comme sur le diesel électrique dont vous parliez, ou sont des petites adaptations, sachant que sur le moteur, vous disiez, on l'a déjà optimisé depuis quelques années, donc maintenant c'est quelques pouillèmes qu'on peut aller chercher, et c'est sur l'ensemble des équipements sur la chaîne de propulsion que l'on va économiser. Alors sur l'ammoniac, sur le méthanol, effectivement, au niveau du moteur, il y a déjà des moteurs qui sont les moteurs dual fuel qui acceptent diesel et gaz, qui sont capables, avec quelques petites adaptations, de venir accepter diesel méthanol ou diesel ammoniac. On ne parle pas d'une refonte complète du moteur en lui-même. Par contre, on parle quand même d'une refonte du bateau dans son ensemble, puisque
L'ammoniac, effectivement, c'est pas un gaz explosif, par contre c'est un gaz toxique, donc il faut faire extrêmement attention, la moindre fuite, ça peut être assez dramatique. Le méthanol, c'est un petit peu plus simple. Le méthanol, c'est un gaz qui est déjà à l'état liquide, enfin c'est un carburant qui est à l'état liquide à pression atmosphérique, qui est un peu moins compliqué à gérer, mais ça reste quand même des systèmes ou des carburants qu'on ne peut pas juste utiliser dans des navires existants en disant ma soute de gasoil, finalement je mets du méthanol dedans et puis ça marchera bien, quoi. Donc voilà, dans certains cas, il faut repenser le moteur. Dans d'autres cas, le moteur, il faut juste l'adapter, mais il faut de toute façon repenser le navire dans sa globalité. D'accord, donc quelque part, il y a un petit appel à BPN pour que BPN organise des concours de design, par navire, par usage, par type de carburant, comment on repense le navire, avec en plus pour la pêche l'enjeu de la jauge. Il y avait une étude qui était sortie là-dessus, pour voir la jauge, la réglementation, qu'est-ce qu'on peut mettre à bord ou pas. C'est ce qui a aussi un enjeu. Et sur l'ammoniac, l'un de vos camarades de table là, disait qu'on peut aussi s'inspirer de ce qui se passe à terre, parce que toutes les chaînes de froid à l'ammoniac ont déjà des technologies qu'on pourrait aussi aller chercher. Et donc, il y a peut-être d'autres secteurs qui peuvent nous aider. On voit que sur l'hydrogène, beaucoup de camions pour les remorques frigo commencent à regarder l'hydrogène. Donc, il y a peut-être aussi des parallèles à faire. Un cluster BPN qui s'ouvrirait sur l'automobile, le ferroviaire. Pourquoi pas? Il n'y a pas assez de travail, donc il faut élargir le périmètre. Alors, quand on est sur le moteur, l'hélice, la chaîne. Donc France Hélice, vous avez une vision encore différente de la propulsion, parce que quand on pense propulsion, c'est vrai, on pense quand même très souvent à cette hélice, un peu emblématique, surtout quand on est l'été à prendre l'apéro et que ça s'enfile dans des algues. Donc il y a quand même un gros sujet pour l'hélice. Est-ce que pour vous aussi, ces sujets... Déjà, comment vous optimisez les hélices? Est-ce que ça va à croissance? Est-ce qu'il y a un type d'hélice aussi par type de carburant demain? Comment vous adaptez un peu ces hélices aux besoins de la pêche et de l'éco-conception, de l'optimisation de l'énergie? Alors, donc en effet, nous chez France Hélice, on est aussi très impacté par ce sujet-là, hein. C'est la propulsion de demain sur laquelle il faut réfléchir sérieusement. On a beaucoup de demandes clients aussi, hein, qui voilà, sont très sensibles à ce caractère consommation et voilà, quel va être l'avenir de leur portefeuille sur ce volet-là. Donc, nous, on a plusieurs axes de travail, hein, justement sur ce volet-là. Déjà, c'est l'existant, hein. Donc aujourd'hui, on a des moteurs diesel donc qui sont implantés sur de nombreux bateaux, hein. Donc là, on a déjà quelques réflexions, hein, quelques outils de calcul, hein, qu'on a travaillé pour améliorer cette consommation, voilà, sur les bateaux. Les motoristes, les moteurs qui sont installés sur les bateaux, hein, pour remotorisation, pour bateaux neufs, généralement ont de plus en plus de puissance, hein. Donc il ne faut pas oublier que l'hélice derrière est forcément directement liée à ces puissances qui sont de plus en plus élevées sur les bateaux de pêche, notamment pêche arrière, hein. Donc voilà, là on a, comment dirais-je, un rôle important. Qui dit un moteur plus puissant avec une réduction plus forte dit une hélice plus grande, hein. Donc on est directement impacté par cette évolution, on va dire, hein, du marché. Donc là, on a des outils voilà, qu'on utilise toujours à partir du moment où on est bien mis dans la boucle dès le départ de l'étude, hein. Ça, je le dis et je le redis, c'est important dès la conception du bateau, dès que la carène est dessinée, de nous mettre dans la boucle, hein. On a trop de cas où voilà, le moteur, le réducteur est déjà choisi et puis on vient nous voir voilà, quand le bateau est quasiment sorti du moule en disant il me faut une hélice. Mais voilà, c'est pas aussi simple que ça. Donc ça, c'est un volet qui est important. Et voilà, pour une motorisation donnée, une réduction donnée, on a une hélice optimum qui va avoir un taux de rentabilité optimum, bien sûr, hein. Donc il faut se rapprocher de cette hélice idéale pour avoir une consommation, on va dire, qui reste restreinte dans ce modèle-là. Après, il y a le volet énergie future, hein, sur lequel on travaille également. Donc là, on a travaillé quelques chantiers, alors plutôt à l'étranger, en Turquie notamment, qu'on a accompagné sur des bateaux 100% électriques, hein.
Donc des bateaux de servitude, des bateaux de travail, où là, pareil, on est en développement d'outils qu'on a pu utiliser dans ces cadres-là d'études, qu'on a pu appliquer. Et donc, voilà, on a un retour d'expérience qui commence à être vraiment intéressant sur ces applications. Après, le dernier volet, ça va être bien évidemment le travail de la forme de l'hélice, où là, on a aussi des formes de pales, un nombre de pales aussi, qui va avoir un impact non négligeable sur la consommation du navire. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qu'on entreprend petit à petit. On a quelques études en cours aussi pour des bateaux 100% électriques, voilà, sur lesquels on est en étude actuellement, et pour justement avoir une consommation restreinte. Je vais revenir sur le point d'industrie 4.0 que vous illustrez bien. Laurent Mermier parlait du navire tout électrique qui pourrait peut-être être regardé pour certaines activités de pêche. Avec votre recul sur l'électrique, est-ce que pour l'hélice, vous avez dû vraiment repenser complètement l'hélice, ou est-ce que vous avez dû faire des adaptations? Parce que vous faites déjà du sur-mesure quasiment. Quand on vous écoute, chaque bateau, chaque usage a son hélice quelque part. Fait, ouais. Mais là, sur l'électrique, il y a eu vraiment un gap technologique, il y a eu une autre façon de travailler? Alors, l'hélice en elle-même va avoir la forme, une forme qui reste quand même semblable à celle qu'on a déjà sur les bateaux d'aujourd'hui. Par contre, on a une condition de travail. Un moteur électrique ne va pas avoir une courbe de puissance identique à un moteur diesel. Donc, la plage de puissance va être plus tôt que sur un moteur gasoil. Donc, voilà, c'est toujours dans l'idée d'aller chercher la performance maximum de l'hélice au régime de travail, qui est quand même la priorité du pêcheur. C'est d'avoir, pour un régime donné, le bon ratio performance-consommation. Alors, Laurent Mermier a aussi commencé à aborder le sujet du numérique avec les capteurs. Donc en disant, le capteur, il ne faut pas que ce soit une gêne pour le pêcheur, mais que ce soit bien un ensemble de services, ce vers quoi se dirigent les entreprises. Et on pourra revenir avec Barilec et ENAC dessus. Et vous, le numérique, vous l'intégrez dans la fameuse classe S, qui n'est pas une voiture pour vous, qui est un type d'hélice, de conception d'hélice. Et donc le numérique, pour vous, vous aide à passer vraiment d'une robotisation à une impression 3D, à concilier les deux, vraiment pour avoir un travail le plus automatisé possible, le plus net possible, et avoir un meilleur rendement, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc on a en effet l'hélice dite classe S, pour une information générale, c'est une hélice qui va être 100%, à 90% usinée par un centre d'usinage. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment plus d'intervention humaine sur ces hélices-là. Hélice classe 2, dite pour les hélices fabriquées manuellement. Donc en effet, on est aussi dans une transition là où on robotise nos ateliers pour avoir des hélices plus performantes en termes de rentabilité. Ça passe par un état de surface, ça passe par une régularité dans les formes de pales, voilà, qui sont, on va dire, optimisées par ces usinages-là. Voilà, donc c'est aujourd'hui l'hélice classe S est réservée à un public voilà, plutôt militaire, marine nationale, parce que voilà, c'est des exigences qui sont très fortes. Mais notre objectif, c'est de développer comment dirais-je, cette gamme de produits à d'autres activités qui méritent également d'avoir des taux de rentabilité qui soient bons. Donc pour toutes les activités, quelque part. Tout le monde doit optimiser. Donc, ouais. Votre idée est de travailler avec les différents professionnels pour développer les classes S adaptées à chacun. Voilà, exactement. Sauf que les classes S, c'est pas une hélice classe S, c'est pas le prix d'une hélice classe 2. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille en interne. Comment ? Est-ce qu'il y a une idée qui est diffusable là ? Surtout qu'il y a la presse qui nous écoute. On nous enregistre aussi, donc... Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Non, ça va dépendre du diamètre de l'hélice. Voilà. Il n'y a pas forcément de référence, mais, oui, mais il y a un ROI. On est au moins 2-3 fois le prix d'une hélice classe 2, en effet. Ouais. Mais il y a un ROI derrière. Tout à fait, puisque exactement. Le rendement est plus élevé, donc c'est ça qu'il faut voir aussi sur le long terme. C'est pas un investissement pour faire plus joli. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on équipe nos ateliers de machines à commande numériques. Enfin, c'est le projet d'investissement actuel, pour justement réussir
à diffuser plus largement des hélices qui seraient voilà, avec cet état de finition qui aura un impact indéniable sur le taux de rentabilité. Alors, investir plus pour avoir un meilleur rendement et donc gagner plus. Deux autres équipementiers vont nous éclairer. Henri Le Gallais, ENAG. Vous, alors quand vous entendez les types de carburants qui vont faire tourner les machines pour produire de l'énergie à bord, sachant qu'on demande de plus en plus d'énergie quelque part sur les navires, il y a de plus en plus de technologies, d'outils qui demandent de la puissance. Comment on fait la conciliation entre moins consommer, mieux consommer à partir de tous ces carburants alternatifs, de tous ces nouveaux types de modes de propulsion? Alors, ça a été dit, mais je pense que l'essentiel, c'est de se poser la question des cycles d'exploitation. Non seulement la propulsion, mais aussi l'ensemble des équipements. Et c'est à partir du moment où on travaille sur les cycles d'exploitation qu'on peut se poser la question, comment est-ce que je vais répondre aux besoins énergétiques de mon bateau? Comment est-ce que je vais y répondre par du diesel, par du gaz, par de l'hydrogène, par des batteries, par des propulsions électriques, enfin, etc. Ça me paraît absolument fondamental parce que ma conviction profonde sur ces sujets-là, c'est que c'est un peu comme la production d'électricité en France. On a eu un modèle unique pendant des années. En France, on a dit l'électricité, ça va être le nucléaire. Les propulsions, pendant des années, ça a été que le diesel. Et aujourd'hui, l'accélération technologique fait qu'on trouve des solutions tous les jours. Et donc, à mon avis, il n'y a plus une seule solution, mais il y a des solutions qui peuvent se combiner sur les bateaux. Donc, un bateau, on se pose la question, c'est quoi mon type de pêche? C'est quoi mes cycles d'exploitation? Voilà, quand est-ce que j'ai besoin de froid? Quand est-ce que j'ai besoin de moyens de levage? Quand est-ce que j'ai besoin d'une propulsion? À quelle vitesse j'ai besoin ou j'ai envie d'aller? Et puis, je modélise tout ça, et quand j'ai modélisé tout ça, je me pose la question de l'optimisation. L'exemple typique qu'on peut avoir et qu'on a tous les jours pour la pêche, c'est un bateau qui va relativement vite pour aller sur sa zone de pêche, qui pêche à une vitesse assez lente, et qui, en revanche, quand il a fini de pêcher, veut rentrer très vite, parce qu'il veut livrer sa marée le plus vite possible. Parce que s'il livre sa marée avant tout le monde, il a un meilleur prix. C'est aussi basique que ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir une propulsion efficace, efficiente, alors qu'on va aller à, j'en sais rien, moi, 10 nœuds sur la zone de pêche, qu'on va pêcher à 5 nœuds, et puis qu'on va rentrer à 15 nœuds, et en plus, avec un bateau plein avec toute la marée dans le bateau. C'est là qu'est la vraie question. Donc, on se demande comment est-ce qu'on va exploiter, on se demande quand est-ce qu'on a besoin de moyens de levage, enfin, etc., etc. Puis sur cette base, on combine du diesel, de l'électrique, du GNL, de l'hydrogène, de la batterie, enfin, etc., etc. Mais l'accélération technologique aujourd'hui est telle que faire le pari d'une seule techno, si je devais construire un bateau aujourd'hui, faire le pari d'une seule techno, ça me paraît relativement compliqué. Alors la techno qui, à mon avis, juste en termes de propulsion, est la plus sécure et la plus préparée à l'avenir, c'est une techno de propulsion électrique. Parce que si on a un moteur de propulsion électrique, ensuite la production d'électricité, on va pouvoir la moduler en fonction de ce qui va arriver comme carburant, comme infrastructure et comme technologie dans les années à venir. Vous vous dites, je mets une propulsion électrique, je mets un groupe électrogène, et puis dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 20 ans, j'enlève mon groupe électrogène et je mets une pile à combustible. Ou je mets un groupe électrogène au GNL, enfin des choses comme ça. Voilà. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui, à mon sens, sur cette problématique. C'est une piste déjà quand même très concrète, là, et qui fait la synthèse un peu de ce qui a été dit. Et vous avez une expérience, vous, dans la pêche avec Arpège. Et alors, donc, est-ce que c'est à partir de cette expérience que vous tirez cet enseignement en disant « misons sur l'électrique et on verra ce qui produit l'électricité » Alors effectivement, quand ce projet Arpège, c'est un bateau de pêche à propulsion hybride qu'on a fabriqué il y a 4 ou 5 ans, en partenariat avec Marinelec, qui est là dans la salle que je vois, avec Socarenam, un projet qui a été financé par l'ADEME, qui a été acheté par un armateur qui est en exploitation. Et à cette époque-là, le choix qui a été fait, ça a été un choix de dire
on a une consommation, on va faire une propulsion électrique parce qu'après, si on veut enlever notre groupe électrogène et mettre une pile à combustible, mettre un parc batterie, on pourra le faire sans problème. Et puis, on a essayé de penser une consommation globale et à bord. Et notamment, un exemple assez basique, c'est qu'on s'est dit, tous les moyens de levage, on va essayer d'éviter d'avoir un groupe hydraulique en plus à bord, parce qu'un groupe hydraulique, c'est lourd. Et puis, dans la mesure où on n'utilisait pas les moyens de levage en même temps que des moyens de propulsion avec une grosse puissance, on s'est dit que c'était compatible et de prendre de l'électrique. Donc voilà, c'est grâce à ce projet Arpège que, à mon sens, c'est cette problématique qu'il faut adresser en se disant cycle d'exploitation et puis moyen de propulsion le plus souple possible pour demain être prêt à prendre une nouvelle technologie parce qu'on a envie, parce que ça vaut la peine, parce qu'économiquement c'est rentable ou parce que la réglementation nous l'impose. D'accord, et à partir d'Arpège, sur la propulsion, il y a eu des nouvelles technologies développées pour Arpège et qui permettent aujourd'hui d'avoir un retour et d'avoir des nouvelles propositions pour d'autres technologies et d'autres types de navires de pêche. Je pense qu'il y a le moteur à vitesse variable, mais mon confrère Bariec pourra sûrement en parler. C'est vraiment quelque chose qui a été développé dans les dernières années sur des petits bateaux de pêche. Ça permet vraiment d'optimiser la consommation. Donc ça, c'est une vraie technologie qui a été développée il y a 5-6 ans, hein, c'est ça 5-6 ans à peu près, et qui porte ses fruits aujourd'hui. Il faut savoir qu'avec un bateau comme Arpège, on économise 30 à 40% de gasoil. Donc c'est quand même énorme. Mais la réflexion, elle s'est faite de façon globale. C'est pas juste faite, c'est quoi ma propulsion, et puis je vais prendre tel techno. Non, ça a été, c'est quoi mes cycles d'exploitation, de quoi j'ai besoin, et comment je vais faire pour optimiser tout ça. Donc une vision systémique du navire. Alors comme vous avez passé déjà la main à votre camarade de Barilec, alors Mathieu, vous allez devoir faire la synthèse de tout ce qui s'est dit, voilà, avant les questions. Oui, Vous avez de l'expérience, vous, dans le diesel électrique dont on a parlé, dans le dual fuel GNL, que ce soit pour la pêche, beaucoup diesel électrique, ou pour le transport de passagers, aussi avec le dual fuel GNL. Donc vous avez une expertise intéressante. Votre regard donc, sur la pêche, cette propulsion d'aujourd'hui, ce qui se fait, ce qui peut se faire demain, vos clients, là, qu'est-ce qui vous commande là aujourd'hui ? Alors effectivement, on arrive un peu en synthèse. Il y a bon nombre de propos et de points de vue différents qui sont très intéressants et bon nombre très justes. Nous, Bariec, donc on intervient en tant qu'intégrateur global donc dans les phases de construction de navires, dès la phase de production d'énergie à bord et puis de son utilisation, de sa distribution et donc notamment de son utilisation pour les systèmes de propulsion. Effectivement, je renchéris le propos. On intervient vraiment comme énergéticien et avec une vision globale de l'utilisation de l'énergie. Et puis, il y a effectivement l'exploitation, comment demain exploiter les nouveaux bateaux pour peut-être réduire et limiter la surenchère de la course à la puissance et à toujours plus de puissance et toujours plus de vitesse et peut-être toujours plus d'équipement aussi. Donc il y a la propulsion, mais il y a aussi tous les autres usages du bateau. Et puis comment on en fait la synthèse globale, la vision globale, et puis la simultanéité des usages. Bariec, effectivement, c'est aussi donc une expertise en propulsion principalement diesel électrique depuis un peu plus de 20 ans maintenant. La première réalisation était pour un transport fluvial sur Paris. Et puis depuis une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, on a équipé un bon nombre de bateaux, plusieurs dizaines de bateaux, aussi bien sur du transport de passagers que de la pêche, que de l'offshore, et sur différentes gammes de puissance. La première question qu'on doit se poser, c'est quel est l'usage de la propulsion du bateau ? Et effectivement, est-ce qu'on est sur des petites dessertes ou est-ce qu'on est sur des longs courriers et quel est le besoin en puissance et quel est le besoin énergétique global ? Parce qu'il n'y a pas une solution et notamment le diesel électrique n'est pas une réponse à tous les enjeux économiques et écologiques de demain. Donc le diesel électrique a un gros intérêt, de notre point de vue, lorsqu'un navire a plusieurs points de fonctionnement et a besoin de pouvoir faire de la vitesse, mais aussi de pouvoir travailler à des vitesses intermédiaires, à des besoins de couple intermédiaire ou à des phases de travail stationnaire.
Et là, c'est intéressant parce qu'on produit ce dont on a besoin. Là où une propulsion diesel conventionnelle, le moteur il est plaqué pour une puissance et après on parle de rendement en fonction de la puissance qu'on va lui extraire, lui demander de fournir. Ensuite, donc, il y a les énergies nouvelles, on va dire, notamment le GNL, qui, je pense qu'en France, on parle du GNL depuis une dizaine d'années à peu près. Nous, Bariec, on a notre première réalisation avec des moteurs diesel date effectivement d'un petit peu plus de 10 ans, pour des transborders qui ont été construits sur l'Orient d'ailleurs, qui étaient destinés à un armement norvégien. Et donc on a pu développer un navire dans lequel il y avait 2 moteurs GNL, 2 moteurs diesel et la propulsion était électrique. Le GNL n'est pas sans contrainte, on l'a découvert lors de ces constructions-là, puisque c'est un des carburants qui réagit mal aux impacts de charge. Ça a été dit, ça a été évoqué. Et on voit notamment beaucoup aujourd'hui dans les gammes des motoristes, surtout pour les entrées de gamme de puissance, des moteurs dual fuel, justement en partie pour répondre à ces problématiques d'impact de charge. Alors les impacts de charge, on peut effectivement les solutionner par cet aspect dual fuel, injection de diesel lorsqu'on a besoin d'une réponse à un impact. Mais on pourrait aussi bien imaginer demain faire ce lissage avec un système de stockage d'énergie, du type batterie lithium-ion ou supercondensateur ou autre technologie. Il y a une émergence continue sur les systèmes de stockage d'énergie depuis une dizaine d'années. Et voilà, donc ces systèmes-là peuvent faire le tampon et ne nécessitent pas forcément d'embarquer des grosses puissances, du coup, puisqu'on est vraiment là pour absorber des phases de pic de production ou de relâche de puissance. Et puis on parle beaucoup de l'hydrogène en ce moment, effectivement, Laurent le disait, l'hydrogène fait rêver bon nombre, puisque ça paraît être la solution écologique parfaite aujourd'hui, pas sans contrainte effectivement sur les problématiques de refueling et de distribution de l'hydrogène et la capacité d'emport, notamment à bord d'un bateau. Et ça va être un des enjeux de demain, c'est comment fait-on pour faire des bateaux à hydrogène, comment assure-t-on la capacité énergétique du bateau, et effectivement, allons-nous devoir faire des points de recharge, de refueling plus réguliers, et où allons-nous les faire? Comment la filière de distribution va s'organiser pour qu'on puisse les faire? Sachant que l'hydrogène, ça ne répond pas à toutes les problématiques, parce que la pile à combustible en elle-même, elle a les mêmes vices que le moteur GNL, puisqu'elle répond aussi mal aux impacts de charge. Donc on ne remplacera pas tout par des piles à combustible. Il y aura à un moment donné un mix énergétique à prévoir. Donc une association pile à combustible, système de stockage d'énergie type batterie lithium-ion ou autre, semble pertinent aujourd'hui, en tout cas au niveau des maturités technologiques qu'on a obtenues aujourd'hui. Merci pour ce point. Alors, pour optimiser l'énergie, éviter ces pics de charge, vous mettez aussi un peu sous surveillance, ou vous monitorez un peu les systèmes énergétiques de plus en plus, ce qui permet de répondre à votre voisin de gauche sur le fait que mettre des capteurs, ce n'est pas juste pour embêter l'armateur, mais c'est un service complet qui est proposé, des nouvelles utilités. Et ça, c'est un des axes de développement de Barilec, de dire à vos clients, attendez, si on met votre navire sous surveillance, on va voir ce que l'on peut optimiser et à quelles conditions. Oui, complètement. Alors je partage complètement le propos de Laurent, qui dit le capteur c'est bien, mais ça ne doit pas gêner l'exploitant, et puis le capteur qui est en panne, ça ne doit pas bloquer une pêche ou tout autre usage, transport de passagers ou autre. Et c'est tout à fait juste. Il faut qu'on fasse attention avec l'évolution technologique, à ne pas vouloir trop en mettre et à oublier la finalité des navires qu'on est en train de construire. Maintenant, quand on parle de bilan énergétique et de vision énergétique, aujourd'hui c'est facile de dire combien on produit avec un groupe électrogène. Mais on raisonne en masse. Quand on raisonne, je produis tant et je consomme tant avec ma propulsion et je regarde que les gros poids. Si on veut travailler sur l'efficience des usages, il faut qu'on arrive à être plus fin dans la granulométrie de ce que l'on mesure et des usages qu'on en fait. Donc à un moment donné, on est bien obligé de s'équiper de capteurs et d'aller au plus près des équipements et au plus bas dans les ramifications. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la fiabilité. Et puis avoir de la donnée, c'est bien, mais après, il faut la traiter. On parle beaucoup du big data, ça fait partie des mots qui sont à la mode. Le big data, c'est bien, mais a priori, c'est pas très écologique.
d'une. Et puis après, il faut traiter la donnée. Donc voilà, il faut le faire à bon escient. Mais effectivement, si on ne fait pas l'investissement de capteurs au plus près des équipements et au plus près des usages, on aura du mal à pousser nos retours d'expérience et à capitaliser sur nos retours d'expérience. D'accord. Et là, les clients en sont conscients, ils vous le demandent. Ils vous demandent d'embarquer des capteurs. Ouais, ça vient. Alors, faut lever des freins. C'est pas toujours facile. Bon, il y a la première contrainte de l'investissement. Ça me coûte combien et qu'est-ce que j'y gagne ? Quand on a peu de retour d'expérience, c'est difficile de répondre à cette question et de s'engager. Mais on voit que les mentalités changent, la maturité change. Et puis on propose aussi des systèmes de collecte d'informations, c'est-à-dire que la donnée elle est accessible à bord et nous on propose des systèmes de collecte à distance justement pour aider aussi les armateurs à analyser, à collecter et à le faire le plus possible en temps réel et pas traiter de la donnée vraiment massifiée et qui plus on en a, plus elle est dure à extraire et à mouliner. Donc, ouais, tout l'enjeu de l'aide à la décision à temps réel à partir de ça. Alors vous avez été plutôt discipliné. On a quand même quelques questions, non ? Oui, on a un peu de temps. Oui. Alors est-ce qu'il y a des gens dans l'IoT qui ont donc compris qu'il y a un business pour eux, ou dans le big data, ou alors des clients aussi, des armateurs qui ont des expériences, qui veulent tester des choses ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? C'est comme pour le GNL, il en fallait un pour se lancer. Bonjour, Yannick Darmancourt. Donc moi, je ne suis pas dans la pêche, je suis dans l'architecture navale. Et j'aurais une question à vous poser, donc pas forcément en rapport avec la pêche, mais avec la propulsion navale. Donc on est en plein dedans. On a vu tout à l'heure des schémas d'éoliennes qui récupéraient de l'énergie, soit pour stocker de l'électricité, soit pour éventuellement créer de l'H2O. Qu'est-ce que vous pensez de la propulsion éolienne sur les bateaux embarqués ? Est-ce que vous pensez, on a vu, il y a des systèmes directs qui sont les voiles, mais qui sont d'un temps passé, révolu. Est-ce que vous pensez au retour de ça ou peut-être à l'utilisation de systèmes embarqués qui créeraient de l'électricité à bord ? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste aujourd'hui de penser à ça pour maintenant ou pour dans 20 ou 30 ans ? Alors, qui veut réagir sur l'article ? Est-ce qu'il faut garder les éoliennes à terre ? De Zéphyr et Boré qui embarquent des voiles. Moi, ce matin, en repensant à cette table ronde, j'ai pensé aux bateaux à voile de course. Ceux qu'on avait il y a 30 ans, quand ils avançaient à 12 nœuds, c'était déjà des bêtes de course. Et aujourd'hui, nos bateaux de course, ils vont à 40 nœuds, 50 nœuds, je crois. Donc, je me faisais cette réflexion justement sur la voile, et je me disais, mais dans 30 ans ou dans 50 ans, moi, il ne me paraît pas du tout exclu d'avoir des bateaux de travail, des bateaux de commerce qui fonctionnent à la voile, avec des mâts, avec des systèmes instrumentés, et qui fonctionnent extrêmement bien à la voile. Parce que quand on voit ce qu'on a été capable de faire pour la course, après tout, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable, que nous tous ne soyons pas capables de concevoir des choses comme ça pour du commerce ou pour de la pêche. Hein, voilà. Oui, il y a une autre réaction. J'ajouterai un petit commentaire après. Alors, sur la voile, oui, on y croit. Et puis, il y a 3 très beaux exemples. Il y a le futur navire d'Ariane qui sera propulsé à la voile à 80%. Il y a Neoliner qui est une magnifique révolution encore. Et il y a une boîte que BPN connaît bien et qui se lance dans le kite de traction de puissance et qui a déjà des succès commerciaux. Donc ça viendra. Et le mix énergétique, ce sera aussi un mix avec l'éolien. Oui. Et nous, en tant que venant de l'industrie lourde, ce n'est pas notre culture, mais on la regarde comme on regarde l'hydrodynamique, l'aérolique, pour optimiser les carènes ou les pénétrations, bien sûr. Oui, beaucoup d'exemples type R6 pendant que le micro circule, CWS, Mallory, etc., et Ocean Wings, qui équipe Hydro-Énergie Observer, qui a fait parler beaucoup pour l'hydrogène. Ouais. Oui, je veux juste rebondir sur un point qui est très intéressant dans votre question, qui est aussi donc les éoliennes embarquées pour venir produire de l'électricité ou produire de l'hydrogène. Je ne sais pas si ça sera faisable ou pas, mais c'est simplement pour rappeler qu'effectivement, l'hydrogène est une solution verte sous réserve qu'elle soit produite à partir d'une énergie renouvelable et d'une énergie verte. Et on parle beaucoup de l'hydrogène comme solution verte. Pour l'instant, en France, si je ne me trompe pas, il y a encore 95% de l'hydrogène qui est produit à partir d'hydrocarbures.
Donc c'est une solution d'avenir, c'est une solution verte, mais il faut que ce soit produit par électrolyse et pas par une méthode qui malheureusement dégage du CO2. Puis votre question avec l'exemple d'Ariane fait aussi ressortir l'enjeu du marché. C'est quand il y a des chargeurs aussi qui décident de dire moi je veux un transport propre, qui vont aller chercher ceux qui savent le faire. Donc le retour à la voile avec Neoliner et Zéphyr et Boré là, qui ont fait un grand coup dans la presse, c'est aussi ça. C'est comment le marché, les usagers vont dire voilà ce que j'impose moi dans le cahier des charges, ce que font déjà des DHL, des LVMH à un niveau mondial pour le conteneur par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et un complément, vous parliez d'utilisation de l'éolien en énergie verte pour faire de l'hydrogène. Un prix qu'a reçu Sofrecit très dernièrement. Comment utiliser le surplus d'énergie verte et qu'est-ce qu'on en fait? Faisons-nous de l'hydrogène à voie transport. C'est un des axes de développement de Sofrecit. Qui sera utilisé pour le courant quai aussi. Il y a des ports qui réfléchissent à ça, courant quai qui a été abordé. Parce que l'enjeu, le navire propre, il faut que le port soit propre. Anne-Marie, tu voulais poser une question? Non pas sur le temps, mais sur le fait qu'il y a 7 intervenants, il y a 5 experts bretons. Si vous avez des questions, je pense sur l'énergie, la transition énergétique, il ne faut pas chercher. La Bretagne est fortement représentée avec 5 leaders dans le domaine. Quand on a créé cette table ronde avec Emmanuel Marie, on s'est dit on va faire venir des intervenants de partout dans le monde. On était très ambitieux. Et le conseil d'administration a dit mais attends, nous on est là. Pourquoi pas mettre sur le devant de la scène? On est sur le devant de la scène ailleurs, mais on n'est pas connu en Bretagne. Je pense que c'est ça, avant tout. La transition énergétique, ça passe aussi par la connaissance des experts et des pépites que l'on peut avoir en Bretagne et en France. Donc c'est rare, c'est une superbe brochette, 5 sur 7, bravo, je pense qu'on a battu très largement le reste de l'Hexagone. Voilà, bon, c'était juste un constat. Et je vous invite aussi, MTU est là, c'est très bien, mais il y a un superbe moteur à gaz qui se trouve sur un stand dans E-TechMer, comme quoi ce n'est pas que des plans sur la comète et que ça existe et que vous pouvez aller le voir. C'est une de nos entreprises et elle est lorientaise qui l'expose, donc vous allez pouvoir le découvrir également. Voilà, et puis moi je termine là parce qu'il faut que je file. Je vous invite tous à venir tout à l'heure, à l'issue de cette conférence, à l'inauguration du stand BPN, où vous allez retrouver les autres pépites de la Bretagne qui vous montreront qu'on est très très loin d'être à la traîne et très en avance sur beaucoup de sujets, dont l'innovation navale. Voilà, merci. Merci Anne-Marie. Alors tu nous donnes combien de temps encore avant de te rejoindre? Allez, 10 minutes, pas plus. 10 minutes. Allez. 10 minutes. Allez, devant. Oh, tiens. Oui, merci. On sent quand même, d'après votre exposé, qu'il y a des solutions aujourd'hui technologiques. Par contre, j'ai cru ressentir qu'on avait un certain nombre de contraintes. En particulier, est-ce que les normes en France permettent de pouvoir stocker du gaz dans les ports? Est-ce que tout ça s'est adapté? Est-ce que ça ne sera pas demain ce qui empêchera de faire avancer la... Oui, merci pour la question. Alors, je voudrais corriger deux choses de ce que j'ai entendu. La première chose, c'est que la France n'est absolument pas en retard. Les armateurs français sont absolument pas en retard dans la transition énergétique. On a une trentaine de navires commandés par des armateurs français. On a 5% des navires qui seront au pavillon français, qui seront au gaz. Et il n'y a pas beaucoup de pavillons qui auront ce taux de réussite. Et ça illustre le fait qu'il n'y a pas de frein réglementaire. Sur le papier, il n'y a pas de frein réglementaire. Et on sait faire des navires, on sait tout faire. La deuxième chose que je voudrais corriger, c'est le fait qu'il n'y a pas d'avitaillement, etc. C'est plus vrai, ça. C'est plus vrai. Aujourd'hui, on sait avitailler des navires en GNL partout. Et j'en veux pour preuve qu'on a la drague Samuel de Champlain qui fonctionne, qui est avitaillée à Nantes, qui est avitaillée au Havre. Et si demain elle doit travailler à Bordeaux, elle sera avitaillée à Bordeaux. On mettra en œuvre des camions, on mettra en œuvre les moyens nécessaires. Je ne dis pas que tout est couvert partout, mais on a des solutions techniques aujourd'hui pour le faire.
quand les armateurs font le choix du gaz, les fournisseurs trouvent les moyens pour amener le gaz, et on est sorti de ce schéma-là. Alors pour répondre à votre question, malgré tout, je dis sur le papier, on sait faire. C'est vrai qu'il y a encore un travail très important d'éducation de toutes les populations concernées pour adapter et appliquer les règles à bon escient. J'ai encore entendu hier qu'un cas, je ne peux pas citer nommément, mais où une commission de sécurité fixe des exigences qui vont au-delà de ce qui est réglementairement nécessaire et de ce qui est pratiqué par ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail d'explication, d'éducation, peut-être aussi de démonstration pour arriver à implémenter les solutions partout. Il reste aussi un domaine sur lequel on a une réglementation qui n'est pas adaptée, c'est le domaine fluvial. Dans le domaine fluvial, aujourd'hui, on n'arrive pas à couvrir tout le champ réglementaire. Alors, on a des codes pour construire des bateaux fluviaux qui marchent au GNL. Les codes ne traitent pas le gaz comprimé. Or, l'autonomie des bateaux de navigation intérieure pourrait laisser envisager le gaz comprimé. On a des exigences en matière de rejet à l'atmosphère, mais on n'a pas les moteurs qui permettent d'atteindre ces exigences. Donc on a des hiatus un peu partout. Mais c'est quand même, le message est vraiment quand même très positif aujourd'hui. Globalement, on a déjà tout en place pour construire des bateaux et des navires qui fonctionnent au gaz aujourd'hui, et puis je n'en doute pas demain à l'hydrogène. Oui, puisque l'enjeu se posera de la même façon pour l'hydrogène, il faudra pouvoir le gaz, c'est le précurseur, vous savez, quand on est donc il faut profiter de cette expérience. Voilà. Quand on est en GNL, on a la cryogénie à moins 160. Si on veut de l'hydrogène liquéfié, c'est à moins 250. On va trouver... Donc le gaz, quelque part, ça sera le précurseur à bien des égards d'autres carburants qui viendront par la suite. Est-ce qu'il y a encore une question ? Je voulais parler à monsieur Le Gallais qui me parlait tout à l'heure de la propulsion électrique. On nous parle aujourd'hui effectivement des ressources vis-à-vis des batteries. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui qu'effectivement en termes de ressources, on aura ce qu'il faudra pour équiper la majorité des navires ou même des automobiles comme on voit aujourd'hui en batterie avec ce problème effectivement de ressources énergétiques, problème de fourniture de lithium, etc. Votre question, elle porte sur est-ce qu'on pourra fabriquer des batteries ? Est-ce qu'on aura suffisamment de ressources en fait pour pouvoir fournir tout ce lithium en fin de compte, toutes les ressources nécessaires pour fournir des batteries en fin de compte ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs volets de réponse. Le premier, c'est que des bateaux qui auront une propulsion 100% batterie, c'est pas tous les bateaux, loin de là. Faire un bateau avec une propulsion électrique, ça ne veut pas forcément dire batterie. Ça veut dire propulsion électrique, c'est un moteur électrique. Après, pour alimenter votre moteur électrique, vous pouvez avoir une batterie, vous pouvez avoir des supercaps, vous pouvez avoir des groupes électrogènes. Vos groupes électrogènes, ils peuvent fonctionner avec du diesel, avec du GNL, avec du méthane. Vous pouvez aussi avoir... Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai sûrement oublié quelque chose. La pile à combustible. Bref, vous avez plein de solutions. La motorisation électrique fait qu'on peut combiner ces solutions. Donc ça, premier type de réponse. Mais si vous voulez, en l'état actuel, vous prenez des batteries lithium-ion, un bateau de pêche qui part 2 jours, aujourd'hui, il ne peut pas avoir des batteries lithium-ion comme seul et unique moyen de propulsion. Ça ne peut pas fonctionner. Donc premier type de réponse, c'est que les batteries, ce n'est pas pour tous les bateaux. Deuxième chose, il y a des évolutions techniques extrêmement fortes en ce moment sur les batteries, qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de lithium. Demain, on aura peut-être besoin d'autres choses pour faire des batteries. Et puis, il faudra peut-être combiner, d'ailleurs, différentes technologies de batterie. Parce que vous vous dites, bah oui, la panacée, c'est le lithium-ion. Pas forcément. Pas forcément, parce que vous pouvez avoir des usages dans lesquels il vaut mieux avoir des batteries plomb. Elles sont plus lourdes, certes, mais elles ont d'autres qualités. Voilà. Donc, sur le sujet des ressources pour fabriquer des batteries, je pense mais à mon avis, on n'en est qu'au début des technologies de batterie. Et là aussi, il faut voir la vitesse à laquelle ça va. Hein. Je ne sais pas, les batteries, ça a dû être inventé au 19e siècle. On avait des batteries au plomb à l'époque.
Quand on voit, ou peut-être une autre technologie, bref, quand on voit aujourd'hui les technologies dans lesquelles on est arrivé, et les technologies dont on parle, moi je voyais dans le journal ce matin, on va faire des batteries en utilisant du CO2, on va capter du CO2 dans l'atmosphère, on va le mettre à l'état solide et ça va servir de base pour faire les batteries de demain. Et on pense qu'avec ces batteries-là, on va avoir ce qu'on appelle une densité énergétique, c'est-à-dire un rapport volume-énergie 15 à 20 fois plus important que celui qu'on a avec le lithium-ion. Donc voilà, donc les matières premières pour fabriquer des batteries, elles vont vraisemblablement évoluer encore. Et donc, moi, j'ai aucune idée de savoir quels matériaux on va utiliser dans 20 ans et est-ce qu'on a suffisamment de ressources. Je voudrais apporter un tout petit compliment parce que votre question, on peut l'élargir un tout petit peu. En fait, c'est est-ce qu'on a les ressources pour les carburants de demain dont on aura besoin. Et je m'étais amusé récemment à faire un tout petit calcul sur l'hydrogène. L'hydrogène, on nous l'a présenté souvent comme l'écrêtement de pic, l'excédent de production. Si on doit produire en énergie l'ensemble des besoins de la flotte maritime, c'est à peu près 250 millions de tonnes de produits. Il faut construire plus de 300 EPR qui fonctionnent à temps plein à produire de l'hydrogène. Donc ces questions, elles se posent sur toutes les énergies, que ce soit les biosourcées. On n'a pas la ressource de biomasse pour tout passer à la biomasse. On n'a pas la ressource peut-être en cobalt, je ne sais pas. On n'a pas la ressource. Donc, et c'est ça qui m'amène à cette conclusion que de toute façon, on aura un mix. Il n'y a aucune énergie qui, à elle seule, couvrira l'ensemble des besoins. Parce que votre question, on peut l'étendre à beaucoup plus large que simplement la fabrication des batteries. Avec un rôle clé dans la décentralisation de la production d'énergie, donc aussi pour s'adapter aux besoins, parce qu'au-delà des navires, des 250-300 millions de tonnes de carburant, il y a l'avion, les véhicules, l'hydrogène, les camions y vont, la manutention portuaire, les chariots, et au-delà dans tout ce qui est logistique aussi. Donc il y a une concurrence entre activités pour l'usage de ces carburants propres. Je crois qu'on a encore une question. Anne-Marie n'est plus là et ne nous grondera pas. Oui. Mange al 14 application. J'avais une question quant aux formations. Actuellement, vous êtes tous experts et on parle effectivement d'hybridation et de mix, complètement d'accord. Est-ce que vous avez le support quelque part d'organismes, d'instituts, de laboratoires qui vous aident en fait dans vos démarches de tous les jours? Donc des spécialistes qui peuvent aller dans un secteur très pointu. Et on parle également des futurs métiers qui seront en application avec ces énergies. Est-ce que vous avez une volonté de vouloir développer, de vouloir travailler avec des organismes de formation, avec des instituts pour également amener vos connaissances, vos recherches dans le système applicatif, éducatif, en tout cas en France pour l'instant? Alors moi, je peux vous apporter une réponse sur la partie vraiment exploitation de navires et entretien et sur la partie électricité. Donc nous avons le projet là chez Bariec d'ici quelques mois d'ouvrir effectivement un centre de formation qui va être dédié donc avant tout aux exploitants, aux armateurs de la production d'énergie, donc vraiment appréhender la production d'énergie à bord des bateaux et de l'utiliser notamment en termes de conversion de fréquences. Et puis après, avec les différents mix énergétiques qu'il pourrait y avoir sur les batteries, hydrogène ou autres. Et puis ce centre de formation aura vocation après à élargir son spectre d'intervention. Et puis au-delà de l'exploitation, il y a la maintenance après toutes ces installations et la compétence des équipages et des chefs mécaniciens à exploiter ces nouvelles technologies. Et donc ça sera le deuxième volet de ce centre de formation qui sera là aussi pour apprendre aux équipages à mettre les mains dedans, entre guillemets, à ouvrir la boîte noire et à démystifier cette boîte noire pour demain, le mécano qui savait changer un joint de culasse ou intervenir dans une chemise de cylindre, et après-demain, il interviendra peut-être dans un convertisseur de fréquence ou dans une batterie ou au bord d'une batterie s'il n'intervient pas dedans. Mais voilà, donc ça fait partie de... Et puis après, ça ira, effectivement, ça se déclinera vers les écoles, vers les centres de formation et autres. Dans le domaine du gaz, je peux vous donner aussi deux exemples. Le NSM a monté des stages et donc pour les navigants, en particulier pour les mécaniciens, qui permettent de les former au gaz. Peut-être plus près de nous, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le secteur des transports routiers, c'est les poids lourds. Il y a un nombre assez important de poids lourds qui fonctionnent au gaz.
Et il y a des filières de formation, il y a plusieurs organismes aujourd'hui qui mettent en place des formations pour que les chauffeurs s'approprient aussi ce carburant qui nécessite pour eux des gestes différents, des comportements différents. Donc ça se met en place. Vous avez complètement raison, c'est une composante essentielle. Aucune filière ne réussira si on n'a pas les personnels compétents pour la développer. Mais les choses se mettent en place de manière assez efficace et assez rapide. Merci pour ces réponses. Je crois qu'il faut conclure maintenant, parce que sinon c'est vous qui allez nous en vouloir. Alors, en conclusion, ce qu'on peut retenir dans la synthèse, c'est ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il faut concevoir déjà le navire de demain tous ensemble. Et pas uniquement pour la construction du navire, mais aussi sur toute la supply chain. C'est ce qui ressort, que chacun soit bien associé à son niveau, qu'il n'y ait pas une approche en silo des navires, et donc on demande l'hélice au dernier moment, ou qu'on voit comment on peut optimiser les systèmes, alors que dès le départ, on aurait pu le faire. À propos d'optimisation, le navire qui a une propulsion d'avenir intelligente repose notamment repose sur une navigation intelligente aussi. Donc pas uniquement les capteurs, mais le comportement et la formation. Là-dessus, vous pouvez venir demain au séminaire Amarré, sur le programme Amarré piloté par la coopération maritime pour moins consommer, mieux consommer. C'est à 14h30. Donc là, vous aurez aussi le regard du Centre européen de formation continue qui parlera de la façon aussi dont, en manœuvrant le navire, on consomme moins. Il y a les enjeux qui ont été beaucoup rappelés, de se dire, bon, il y a des solutions qui sont immédiatement applicables. En plus, nous avons toute l'expertise, l'intelligence en France, en Europe, pour pouvoir les développer. Et ces solutions permettent de préparer l'avenir, puisque personne ne peut le dire. Il y aura des solutions par type d'usage. Donc ne cherchons pas à apporter une réponse unique si nous pouvons travailler un ensemble de solutions. Et à partir du diesel électrique, du dual fuel, nous avons des entreprises qui ont des expertises, qui ont des retours d'expérience. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut mieux travailler ensemble, encore pour ce partage très concret et se dire bon, quelle est la roadmap technologique, mais au-delà de la technologie, la réglementation, les services, parce qu'il faut de l'assurance pour ça, il faudra de la formation, il faudra du financement. On n'a pas pu en parler, mais il y a quand même quelques sujets de financement, 80 guichets qui sont identifiés, et pourtant il y a quelques vallées de la mort dans le financement de ces nouveaux projets, de prototypes, de démonstrateurs, que ce soit côté équipementier, côté armateur. Donc c'est quand même un ensemble de réflexions. Au final, bon, il n'y a pas de réponse qui est apportée par la table ronde, mais un certain nombre de pistes qui sont ouvertes, qui sont très concrètes. Et je pense qu'il faut rester dans ce cadre de BPN pour les porter, dans un cadre de filière. En tout cas, je crois, non, il n'y a plus personne. Ils sont tous en train de préparer le cocktail, mais BPN, si, est prêt à vous accueillir. Ah si, voilà, Frédéric, tu confirmes, BPN est prêt à enquiller ses réflexions sur la transition éco-énergétique et numérique. Et dans le cadre du cluster avec l'ADEME et le gouvernement, il y a tout un plan d'action 2019-2020 qui est en train d'être rédigé. Et donc, voilà, tout le monde est le bienvenu pour partager ça. Applaudissons et remercions les intervenants. Merci.